Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Et au sommaire, aujourd'hui, nous reviendrons sur la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Puis, nous analyserons la censure et les manipulations autour du Covid-19 qui semblent rendre le débat impossible. Nous reviendrons, comme d'habitude, sur l'actualité médiatique de la semaine dans notre revue de presse. Et enfin, nous verrons que la propagande intensive continue à France Télévisions. Immédiat numéro 332, c'est parti. Et pour commencer cette émission, c'est l'image de la semaine. Et cette image, Jean-Yves, c'est celle du fait que Joe Biden est désormais président des États-Unis. On a vu sa cérémonie d'investiture qui était un petit peu particulière. Alors ces images sont absolument stupéfiantes. Enfin, Joe Biden, c'est pour le monde occidental l'équivalent de Kim Jong-un en Corée du Nord. C'est le nouveau dieu vivant. Et on a assisté tout de même à une investiture du président américain tout à fait étonnante. D'abord, il y a une tribune où il y a quelques oligarques complètement isolés du reste du monde, puisqu'il n'y a aucune foule, aucun peuple, isolés du reste du monde parce qu'ils sont protégés par des milliers ou des dizaines de milliers de militaires, alors même qu'il n'y a pas de public. Et qu'est-ce qui remplace le public? Une masse de 180 000 drapeaux. Et donc, à travers ça, alors il y en a qui ont ironisé en disant les drapeaux c'est pour symboliser les électeurs morts de Biden. Bon, ça c'est vraiment électeurs fictifs. C'est vraiment du mauvais esprit. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on remplace finalement par l'argent de la communication la présence populaire. Et c'est vraiment très étrange et quand même très très inquiétant. Après ces élections qui, malgré tout, sont à minima controversées. Oui, toujours aujourd'hui par Donald Trump. Toujours aujourd'hui par Donald Trump et toujours par une bonne partie des Américains qui n'y croient qu'à moitié. Et maintenant, cette tribune isolée du reste du monde et cette représentation fictive du peuple. On a l'impression qu'après avoir eu une élection virtuelle, on a une investiture virtuelle. On suivra ça en tout cas dans l'immédiat, les premiers pas de Joe Biden qui risquent de nous donner un petit peu de matière de toute manière. Passons au premier sujet, censure, manipulation, Covid-19 et vaccins, le débat impossible. Ce dimanche a eu lieu un événement aussi grave qu'inexplicable. YouTube a censuré l'entretien d'Élise Blaise avec la généticienne Alexandra Henrion-Caude à propos de la crise du Covid-19 et de la vaccination. Pire, la chaîne YouTube tout entière de TVL a été bloquée et ne peut pas mettre en ligne de nouvelles vidéos pendant une semaine. Jean-Yves, que vous inspire cette censure ? Toute censure est odieuse et celle-ci l'est particulièrement. Pourquoi ? D'abord parce que Madame Henrion-Caude est une généticienne qui a travaillé au centre Imagine de Necker, une généticienne française, directrice de l'INSERM, une généticienne reconnue internationalement, elle a eu des prix internationaux, ce qui ne veut pas dire que tout ce qu'elle dit est juste, forcément. Mais, elle le reconnaît elle-même, d'ailleurs. Elle le reconnaît elle-même. Elle travaille dans le monde scientifique. Elle sait que la science, c'est une série d'incertitudes qu'on essaye de lever. Et donc, elle est dans cette démarche-là, qui est typiquement une démarche scientifique. A-t-elle raison? A-t-elle tort? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, ce que TV Liberté sait, c'est qu'elle est qualifiée pour s'exprimer beaucoup plus qu'un certain nombre de médecins de plateau. D'autant plus que, vous savez que ce vaccin dont on discute actuellement, c'est un vaccin à ARN et que c'est précisément une spécialiste de l'ARN. Donc, elle est qualifiée pour parler et elle est censurée avec une sanction très violente de YouTube, puisque c'est non seulement la vidéo qui est supprimée, mais c'est aussi qu'on peut retrouver sur d'autres plateformes. Sur Vimeo notamment. Il faut passer par tvliberté.com. Il faut passer par tvliberté.com pour la retrouver. Et c'est quand même une bonne manière de faire bobo aux censeurs, c'est d'aller voir ce qu'ils ne veulent que vous ne voyez pas.
Et donc, sur quel argument? Alors, quel argument utilise YouTube pour censurer? L'argument, c'est contraire aux valeurs de la communauté. Alors ça, on peut dire n'importe quoi. Au cas particulier, YouTube considère que sur le Covid, on ne doit dire que ce que disent les gouvernements, les autorités sanitaires officielles, ou l'OMS. Le sanitairement correct. Le sanitairement correct, c'est une extension du politiquement correct, du culturellement correct, que sais-je encore. Alors c'est assez étonnant, parce que si on ne doit croire que les autorités officielles gouvernementales et l'OMS, il faudrait croire Madame Buzyn, qui a dit beaucoup de sottises quand elle était ministre de la Santé il y a à peu près 1 an, et qui beaucoup de sottises sur le Covid, notamment. Mais il aurait fallu la croire, puisque vérité officielle, vérité gouvernementale. Aujourd'hui, en tout cas, il faut la croire. Et maintenant, il faut la croire, puisque c'est une des principales dirigeantes de l'OMS. On marche sur la tête, et il y a effectivement la mise en place, qu'on a vu avec la censure de Trump la semaine dernière, la mise en place d'une espèce de dictature de l'oligarchie mondiale en s'appuyant sur les GAFA. Et alors, il y a quand même eu des soutiens, Jean-Yves, Alexandra Henrion-Caude, déjà des confrères à elle, qui ont considéré, selon ces termes, bien que c'était une censure injustifiable. Et puis, on a également le sénateur Alain Houpert, des Républicains, ou encore Florian Philippot et François Asselineau, qui ont apporté leur soutien à TV Liberté et au libre débat. C'est très bien, au libre débat, voilà. C'est vraiment on ne peut connaître la vérité dans la conception européenne des choses et en dehors des dogmes religieux que par la confrontation des idées, la confrontation des points de vue. À partir du moment où on interdit à certains points de vue de s'exprimer, eh bien, c'est qu'on est dans le mensonge ou que potentiellement on couvre des mensonges. Alors, autre drôle d'élément à apporter au débat sur la crise du Covid-19, c'est une possible manipulation des chiffres des hospitalisations. Explication avec cet extrait d'un JT de France 3 Côte d'Azur datant du 17 décembre dernier. Et ce couvre-feu, le confinement, nos libertés de vivre sont suspendus à des chiffres. Les chiffres de la contamination au virus. Or, à la rédaction de France 3 Côte d'Azur, on vous dit ce soir que l'on est perdu et perplexe, car selon les sources, eh bien, ces chiffres des malades hospitalisés vont du simple au triple. On ne sait plus qui croire. D'abord avec cette carte de Santé publique France, elle date d'hier, le 16 décembre, et selon cette carte, 481 personnes sont hospitalisées actuellement dans les Alpes-Maritimes pour des cas de Covid. Le problème, vous l'avez dit, c'est que c'est plus le double des chiffres recensés par l'Agence régionale de santé, 204 personnes hospitalisées. Et presque le triple des chiffres collectés par le CHU pour l'ensemble du département, puisqu'il collecte les chiffres de tous les établissements de santé publics et privés. Et même en ajoutant Monaco, on arrive uniquement à 178 hospitalisations. Autre chiffre qui ne colle pas, le nombre de personnes en réanimation, 49 selon Santé publique France et l'ARS PACA, là ils sont d'accord, mais 38 selon le CHU. Et là, l'ARS n'est pas très claire sur les explications. Et pour expliquer ces différences, eh bien, Nice Matin a publié samedi dernier un long article. Pourquoi le nombre de malades entre les données de Santé publique France et celles des hôpitaux est si différent, notre décryptage. Donc c'est une plongée, comme ils le décrivent eux-mêmes, dans un univers totalement kafkaïen. Les journalistes écrivent « Le chiffre des hospitalisations provenant des hôpitaux eux-mêmes ne tient pas compte de ceux qui ont eu le Covid par le passé et qui sont toujours hospitalisés en soins de suite et réadaptation, en SSR. » Et donc, ces personnes-là apparaissent dans le bilan Santé publique France. Ces patients devraient être sortis des bases, nous indique un spécialiste. Dans la réalité, il est fréquent qu'ils ne le soient pas. De façon plus générale, les malades de la Covid-19 qui quittent l'hôpital ne sont pas toujours sortis des bases. Comme Santé publique France fait des extractions de ces données, elles sont mathématiquement supérieures à la réalité. Et l'article continue. Lorsqu'un patient est hospitalisé pour un motif quelconque et qu'il est testé positif pendant son séjour, il rejoint le pool des personnes hospitalisées pour Covid dans la base de données. Et lorsque des patients arrivent dans les services d'urgence avec une suspicion de Covid, ils sont aussitôt rentrés dans la base Covid. Si le diagnostic n'est pas confirmé, ils doivent être retirés de cette base, ce qui n'est pas systématiquement fait. Le système de recueil de données inclut les patients positifs résidant en EHPAD, même si leur état n'a pas justifié une hospitalisation. On s'aperçoit que l'accroissement du nombre de positifs ne s'est pas traduit par une augmentation des hospitalisations et n'a donc pas constitué une menace pour le système de santé, écrivent les journalistes de Nice Matin.
Et conclusion par un spécialiste, c'est un biais terrible alors que toute la communication est en effet basée sur les chiffres de Santé publique France et la problématique est certainement nationale, nous confie donc ce spécialiste sous couvert d'anonymat. Entre parenthèses, chacun partage la même crainte d'être accusé de nourrir la théorie du complot. Donc Jean-Yves, c'est édifiant. On voit très bien que on fait peur aux gens. Et tous les gens qui sont en responsabilité, eh bien, hésitent à sortir les vérités ou le font que de manière anonyme. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a, dans cette affaire du Covid, en France, c'est pas seulement, une stratégie de la peur. Il s'agit de faire peur aux gens. Et comment elle s'applique, cette stratégie de la peur? De deux manières. La première, c'est en choisissant les chiffres les plus parlants. Donc on va aller chercher la région où les nombres de contaminés augmentent, ou la région où le nombre de morts augmente. Vous savez qu'il y a, au début de l'épidémie, le directeur général de la Santé, M. Salomon, faisait le croque-mort en énumérant le nombre de morts tous les jours. Ouais. Sauf d'ailleurs le samedi ou le dimanche, puisque on meurt peu le samedi et le dimanche, et donc on n'en parlait pas, mais par contre ça permettait d'augmenter le nombre de morts enregistrés le lundi ou le mardi. Donc on choisit systématiquement le chiffre qui fait peur. Là, ce qui est grave, c'est qu'en plus, moi j'ai beaucoup suivi l'épidémie à partir des chiffres de Santé publique France, c'est qu'apparemment en plus ils sont faux. Ou en tout cas erronés, sujet à caution, ouais. Et comme par hasard, s'il y a une erreur, c'est plutôt du côté de ce qui inquiète. On a eu d'ailleurs la même chose de manière plus globale sur le nombre des morts. On nous a dit qu'il y a eu 65 000 morts du Covid en France en 2020. Mais il n'y a que 54 000 morts de plus, ce qui est beaucoup, que l'année d'avant. Sachant que de toute façon, il y a une augmentation naturelle du nombre de morts en France compte tenu du vieillissement de la population. Donc il y a déjà, rien que sur le nombre de morts, il y a au moins 15 000 d'écart par rapport à la réalité. Et donc, on fait peur aux gens en choisissant les chiffres les plus parlants et en plus en n'étant pas très rigoureux dans l'établissement des statistiques gouvernementales. C'est quand même extrêmement grave. Et ce qui est incroyable, c'est que là, on a deux médias qui en ont parlé, France 3 Côte d'Azur et Nice Matin, deux médias régionaux d'ailleurs. Mais les grands médias, sur cette question-là, finalement, on ne les retrouve pas beaucoup. Hein. Non, alors là, l'information, bravo quand même aux journalistes de Nice Matin, on ne donne pas beaucoup de chapeaux. Et aux journalistes de France 3 Nice, on ne donne pas non plus beaucoup de chapeaux d'avoir sorti l'affaire. Ouais. Bon, évidemment, ça ne monte pas. Vous imaginez que si on s'était aperçu que les chiffres étaient sous-évalués, oui, là c'était l'ouverture du 20h. Ouais, non, mais c'est voilà. Vrai. Oui. Exactement. Et ben justement, le 20h, on va y aller directement, puisque je vous propose de regarder une vidéo de Brigitte Macron interviewée au 20h de TF1. On va écouter ces mots avec attention. Vous avez été testée positive au Covid le 24 décembre dernier. Est-ce que vous avez été malade ? Oui, mais ça s'est bien passé. J'ai été malade, j'ai été soignée, j'ai une forme médiane et ça s'est bien passé. Alors de deux choses d'une. Ou la maladie c'est une affaire privée et on n'en parle pas. Ou la maladie c'est une affaire publique et on en parle. Mais si on en parle, il faut dire les choses. Or, Madame Brigitte Macron nous dit « J'ai eu le Covid, bon très bien, j'ai été soignée. J'ai été soignée. » Eh bien, cocotte, t'as été soignée, c'est très bien, mais comment ? Comment ? Parce que si tu nous racontes que t'as été malade, bah pourquoi pas ? Mais tu dois nous dire aussi comment t'as été soignée. La journaliste ne relance pas. Non. Or, il y a tout un débat sur les soins. Bon, il y a, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il faut prendre, mais enfin, il y a eu l'affaire de l'hydrochloroquine, il y a eu la recommandation sur le zinc ou la vitamine D, il y a l'ivermectine, enfin, il y a un certain nombre de débats, aussi, le cocktail de Trump, etc. Bon. Oui, on aimerait bien savoir. On aimerait bien savoir, voilà. Ouais. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que si ça a marché pour elle, elle a peut-être été guérie indépendamment du soin, hein, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui se guérissent, et même l'immense majorité sans soin. Mais enfin, ça aurait été intéressant. Bah en tout cas, c'est un sujet tabou pour les médias, parce qu'il n'y a pas eu de relance sur cette question. Alors, elle pouvait rester chez elle, c'est pas la peine de parler. Ouais. Le débat est une fois de plus compliqué sur ces questions, même de traitement. Passons à la revue de presse.
Et pour commencer cette revue de presse, eh bien Jean-Yves, je vous propose qu'on s'intéresse à l'émission Capital sur M6 qui a traité de la fraude. Et eh bien, on a eu des révélations sur la fraude quasi institutionnelle des morts qui continuent à toucher leur retraite en Algérie, ce qui est un reportage qui a été très suivi et ça a été révélateur pour beaucoup, je pense. Alors, deux choses. Bravo à M6 d'aborder le sujet. Qui a longtemps été considéré comme complotiste. Dire qu'il y avait une multitude de centenaires en Algérie qui continuaient à toucher les retraites françaises, ça c'était absolument tabou. Bravo à M6 d'en avoir parlé. Bravo surtout au magistrat Prats d'avoir fait émerger cette affaire avec son livre sur la fraude sociale. Ce qui est d'ailleurs intéressant quand même de savoir, c'est que même si le M6 s'est inspiré de son livre, ils l'ont censuré parce qu'ils n'ont pas voulu qu'il révèle au public l'ampleur. C'était peut-être un choix éditorial autre. Enfin, je me fais l'avocat du diable, mais voilà. Mais enfin, voilà quelqu'un qui fait un livre très important, qui est repris. La moindre des choses, c'est de lui donner la parole et pas le censurer parce qu'il évoque le fait qu'il y aurait entre 5 et 8 millions de personnes qui toucheraient ou qui pourraient toucher indûment un certain nombre de prestations sociales. C'est un vrai sujet, là aussi de débat. On aurait pu lui donner la parole, éventuellement donner la parole à un contradicteur. Ça s'appelle le débat. Là, ça n'a pas eu lieu. Bravo en tout cas à Prats pour le boulot qu'il a fait. Bravo aussi sur Polémia à André Pozokov qui a fait pas mal d'articles à la fois sur le coût de l'immigration, car il est évident que les retraités multicentenaires d'Algérie ou les multi-retraités ou le nombre de centenaires retraités en Algérie, ça fait partie du coût de l'immigration, bien sûr. Et les papiers aussi qu'il a consacrés sur Polémia à la fraude sociale. Oui, il a fait beaucoup d'articles de qualité sur cette question. Et on va changer totalement de sujet, Jean-Yves, puisque on va s'intéresser à la Marche pour la vie qui a eu lieu ce dimanche à Paris, au Trocadéro. Donc un succès, puisqu'il y a eu beaucoup de monde malgré la période très compliquée pour les rassemblements. Et justement, eh bien, les médias ont eu plusieurs estimations. On commence avec RT France qui titre « La Marche pour la vie rassemble environ 5000 personnes » avec en chapeau l'estimation de la police entre 4000 et 6000 personnes. Mais le boulot qu'a fait RT n'a pas été fait par tous les médias. Voilà, alors bravo à RT. Ils font la dépêche au moment de l'événement avec les chiffres, en l'occurrence les chiffres de la police. Bon, généralement on prend les chiffres de la police ou les chiffres des organisateurs. Bon, on prend les chiffres de la police qui n'ont pas tendance quand même à majorer la participation à des manifestations de l'opposition. Bon, bref, RT fait son boulot. Et qu'est-ce que fait 2 heures plus tard le Parisien ? Eh bien, le Parisien, il dit plusieurs centaines sur le Trocadéro, je peux vous dire plusieurs centaines, oui, ça fait petit, hein, ça fait petit. Bon, pour dire quand même, en dessous, plus d'un millier de personnes. Là, ils reprennent, je crois, la dépêche de l'AFP. Ouais. Donc, on voit l'espèce de... on part de 4 à 6 000 sur une salle. On voit que le Trocadéro, c'est quand même pas facile à remplir. Ouais. On voit qu'il y a du monde. 4 à 6 000, le chiffre de la police. Ensuite, l'AFP, on remonte à plus d'un millier. Enfin, on redescend plus exactement. Et puis le Parisien nous dit quelques centaines. Voilà. On est dans le bobard calculette, c'est un des grands classiques du bobard. Hein. Ouais. Là, ils n'ont pas fait preuve de beaucoup d'innovation. Alors on va aux États-Unis, puisque un manifestant a été arrêté par la police et le Daily Mail nous apprend que c'est un militant Black Lives Matter qui encourageait les émeutiers du Capitole. Il était sur place. Le militant de gauche ayant affirmé à CNN qu'il était simplement venu observer le siège du Capitole, donc, a été arrêté après que des vidéos aient émergé, le montrant cassant une vitre et criant « On doit brûler le Capitole » aux autres émeutiers pour les encourager. Les émeutiers envahisseurs, on va dire. Oui, c'est vrai. Émeutier est peut-être un peu tard, mais il voulait transformer, au fond, des manifestants pacifiques ou des occupants pacifiques d'un bâtiment public en émeutier. Oui, c'est vrai. Voilà. Et c'est un type de Black Lives Matter. Alors, le Daily Mail en parle, c'est un grand journal anglais, très bien. Médias français, silence, circuler, il n'y a rien à voir. Oui. Autre chose, toujours à propos de Trump, Jean-Yves, Daniel Cohn-Bendit qui a connu un moment d'hystérie sur LCI, on va l'écouter.
Il ne faut pas oublier que Trump a quand même une immense armée d'électeurs derrière lui. 47, 53, c'est énorme. Hitler aussi. Et donc, malgré tout... attends, mais je sais que ça t'énerve, mais attends 3 secondes. Hitler aussi. Non mais... Hitler aussi. Avançons. C'est une séquence absolument admirable, parce que Ferry dit quelque chose de juste, puisque Trump a fait 75 millions de voix, ce qui est absolument remarquable, surtout sans la fraude. Donc c'est absolument remarquable. Il a des électeurs, Trump, c'est sûr. Évidemment, oui. Et donc, la seule chose que trouve à dire Cohn-Bendit, c'est Hitler, Hitler, Hitler. C'est la réduction ad Hitlerum à l'état pur. Voilà. Moi, je crois que Cohn-Bendit, il faudrait lui clouer le bec avec la réduction ad pédophilum. Parce que quand on raconte, comme il l'a fait, c'était formidable que les petites filles vous ouvrent la braguette, etc., on devrait arrêter de la ramener comme il la ramène. Et je crois qu'il faudrait aussi lui clouer le bec avec les méthodes que lui-même utilise. Voilà. Des méthodes terroristes, il faut bien le dire. On va passer à une actualité médiatique qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment sur les réseaux sociaux, Jean-Yves. C'est l'affaire Xavier Gors, ce dessinateur du Monde, dessinateur humoristique, même si parfois on pourra en discuter, mais qui en tout cas a fait un dessin où on voit 2 pingouins, c'est un peu sa marque de fabrique, qui se parlent, et l'un qui dit à l'autre « Si j'ai été abusé par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père, transgenre devenue ma mère, est-ce un inceste ?» Alors une attaque contre les transgenres pour Caroline Monod, directrice de la rédaction du Monde, qui a décidé d'écrire une lettre au lecteur du Monde en déclarant que ce dessin n'aurait pas dû être publié, qu'il s'agissait d'une relativisation de la gravité des faits d'inceste et d'utilisation de termes déplacés vis-à-vis des victimes et des personnes transgenres. Alors bravo, chapeau à Caroline Monod, qui vient à peine de prendre la direction du Monde, après une carrière d'antifa militante, de journaliste antifa militante, qui prend la direction du Monde, et dans le mois, un acte de censure sur un dessinateur. Formidable. De la part d'un journal... Je me fais un peu l'avocat du diable, c'est pas la censure, puisque le dessin est toujours en ligne, mais bon, ça... Bon. C'est le désaveu. Oui, je me fais vraiment l'avocat du diable. Voilà. Et donc, elle démarre vraiment sur les chapeaux de roue sa carrière de directrice du Monde. Ouais. Un journal qui, il y a encore quelques mois, faisait signer un manifeste « Ensemble, défendons la liberté ». Ouais, c'est vrai. Ces gens-là ne doutent absolument de rien, quoi. Voilà. C'est alors, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est pas la première fois que le Monde a un problème avec ses dessinateurs de presse. Et il y a une trentaine d'années, il avait un dessinateur de presse absolument remarquable, entre nous beaucoup plus remarquable que Gors, parce que un bon dessinateur de presse, c'est le trait. Il suffit de 2-3 traits pour tout dire, ce que faisait Conque. Et Conque a été censuré, mais enfin à l'époque, il avait été censuré parce qu'il était accusé d'être en limite par rapport au racisme, voire à l'antisémitisme. Donc là, bon... Là, on voit que c'était ça la censure à l'époque. Aujourd'hui, vous dites un mot qui peut être mal interprété par un transgenre, transphobie, terminé. Ouais. Ce qui prouve d'ailleurs que quand on commence dans la censure, on ne s'arrête plus jamais, quoi. Bah, tout comme... C'est une machine folle, la censure. Outre-Atlantique, on l'a vu. Outre-Atlantique avec le New York Times. Alors, effectivement, le New York Times a supprimé ses dessins, voilà, parce que c'est sûr que... On va supprimer les humoristes aussi. Mais vous rigolez, mais c'est évident, en fait. Il n'y a plus le droit de rire de rien. Ouais, voilà. C'est quelque chose qui nous couronne. Ce qui est quand même incroyable, parce que même si on reprend ce qui est resté longtemps un des symboles des régimes totalitaires, il y avait des dessins de presse en Union soviétique, qui étaient contrôlés sans doute. Mais il y avait quand même là... on est dans un état quand même gravissime. En tout cas, bien, Xavier Gors a décidé de démissionner du Monde. C'est plutôt bien, il a sûrement pris les devants d'ailleurs. Bon, je ne sais pas comment ils vont faire parce que Plantu est de moins en moins drôle, si tant est qu'il l'ait été un jour. Je ne sais pas comment ils vont faire. On va voir comment ils vont remplacer. Mais ils vont s'en passer. Oui, ils vont peut-être s'en passer comme le New York Times. C'est plus sûr. Moi, je leur conseille. Ouais, c'est plus sûr. Caroline, il faut arrêter les dessins de presse, c'est pas raisonnable. Alors pour conclure cette revue de presse, Jean-Yves, eh bien, je vous propose qu'on écoute un passage, un extrait de l'interview de Jack Lang face à Sonia Mabrouk sur Europe 1, et on va commencer par un petit lapsus. Aujourd'hui, nous sommes en lutte les uns et les autres contre
c'est l'inceste, les atteintes à la pédophilie. C'est un lapsus, il est en lutte contre les atteintes à la pédophilie. Bon, ce qui correspond quand même à sa position fondamentale, puisqu'il y a effectivement très longtemps, il avait signé un appel à la libéralisation de la pédophilie. Donc il est assez constant finalement dans sa manière de voir les choses, ce brave Jack Lang. Et justement, bien Sonia Mabrouk le lui a rappelé, et on va voir que sa défense, elle est un petit peu gênée. C'était il y a 40 ans, 77, avec d'autres signataires et même des grands noms, mais il y avait aussi Gabriel Matzneff, une tribune pour décriminaliser les rapports sexuels avec les jeunes. C'est une connerie, c'est une connerie. Vous l'avez jamais regretté, c'est seulement aujourd'hui. Oui, mais je l'ai dit et redit, vous me demandez mon sentiment. On était très nombreux à l'époque à signer ça, c'était Daniel Cohn-Bendit, c'était Michel Foucault, c'était une série d'intellectuels. C'était l'après 68, et nous étions portés par une sorte de vision libertaire, fautive. Parce que c'était une revendication libertaire ou plutôt un appel à décriminaliser les rapports sexuels avec les enfants? Je n'ai plus la mémoire exacte, mais disons qu'en tout cas, cette pétition qui remonte à plus que 40 ans d'ailleurs, 60 ans, je n'en sais rien, était une connerie inacceptable. Et on va voir que Jack Lang, il est également très gêné sur la question de ses relations avec la sphère d'Olivier Duhamel et les mondanités de la gauche caviar. Et ces bruits insistants ne vous sont jamais arrivés aux oreilles? Cette rumeur d'inceste ne vous est jamais parvenue? Je ne fréquente pas ces milieux, si vous voulez. Moi, je vis en dehors de tout ça. Je ne vis pas dans ces milieux dont vous parlez. C'est quel milieu? Disons-le, c'est une gauche caviar parisienne, c'est un entre-soi culturel. Je n'ai rien à voir avec ça, madame. Et je ne participe pas à des mondanités qui me sont totalement étrangères. Il nous dit qu'il n'a rien à voir avec les mondanités. Et qui n'a rien non plus à voir avec la gauche caviar. La gauche caviar, la gauche caviarde. Mais c'est quand même absolument extraordinaire. Alors Sonia Mabrouk fait bien le boulot finalement, parce que là, c'est un peu l'inversion du tribunal médiatique. Oui. Dans le tribunal médiatique, d'habitude, c'est le 68ard qui attaque le non-68ard. Là, c'est le 68ard qui se trouve, ou le post-68ard, qui se trouve poussé dans les cordes, c'est plutôt pas mal. Comme quoi, tout finit par arriver et les utopies finissent par être mises en cause, peut-être pour être remplacées par d'autres utopies, mais ça c'est une autre affaire. Alors passons au deuxième sujet, Union européenne, diversité, propagande totale du service public. À France Télévisions, les rédacteurs en chef sont financièrement incités à parler davantage d'Europe, nous apprend Le Monde. Alors concrètement, une part variable de leur rémunération est conditionnée à la part de sujets sur l'Europe. Jean-Yves, c'est intriguant. Bah oui, parce que ils sont intéressés financièrement à relayer les thèmes de propagande gouvernementale. Et il faut savoir que c'est très important, les thèmes, parce qu'une élection électorale, et là on est déjà dans la perspective de l'élection présidentielle, une élection, ça se joue sur des thèmes. Suivant que vous parlez de tel ou tel sujet, vous allez aider tel ou tel candidat qui est sur ce créneau-là. Si vous parlez de sécurité ou d'immigration, vous allez aider des candidats plutôt identitaires ou plutôt nationaux. Si vous parlez plutôt d'écologie ou de climat, vous allez aider les candidats écologistes. Et là, comme par hasard, on prend comme thématique ce qui est au cœur de la logique macronienne. C'est-à-dire d'abord l'Europe déjà. D'abord l'Europe, ou plutôt l'Union européenne, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais bon, disons l'Europe parce que c'est le mot qui fait gentil. Oui, c'est vrai que l'Europe c'est la civilisation, l'Union européenne c'est un outil politique. Mais justement, on utilise le mot Europe pour attraper le côté positif, alors que l'Union européenne évidemment est plus contestée. Donc il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Tout le monde s'est focalisé là-dessus. Enfin, le monde, beaucoup de monde, oui. Le monde, et puis un certain nombre de commentateurs se sont focalisés sur le thème Europe. Mais c'est qu'un des 4 thèmes. Les autres thèmes, c'est quoi? C'est diversité, visibilité, outre-mer et Europe. Mais les 3 premiers thèmes, c'est pour donner davantage de place à ce qui relève de l'immigration, de l'africanisation ou voire de l'islamisation. C'est ça la thématique qui est insistée. Et alors, vous savez qu'il y a des mauvais esprits, on voit ça sur les réseaux sociaux, mais je le déplore tout à fait, qui disent qu'il y a 2 sortes de journalistes, les putes et les chômeurs. Bon, c'est un peu dur, mais là, en l'occurrence,
Ça veut dire que ces rédacteurs en chef de France Télévisions, ils sont quand même payés pour faire le métier de propagandiste. Voilà, qui est à peine plus... oui, ouais. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est une forme de putanat de luxe, en quelque sorte. En tout cas, c'est assez extraordinaire que des journalistes soient payés plus en fonction de leur ligne éditoriale. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, j'imagine que oui, mais en tout cas, ça a choqué beaucoup de monde. Ce qui est nouveau, si vous voulez, je crois, ça s'est sûrement beaucoup fait, et ça continue. Ce qui est nouveau, c'est que c'est affiché. Ouais, c'est affiché. Mais ça étonne Béatrice Houchard qui, sur Twitter, se demande même si c'est pas une blague, en fait, tellement c'est énorme. Oui, mais bien sûr. Oui. Bien sûr, Béatrice Houchard est une journaliste, on peut dire, quand même ancienne génération, qui n'a pas sa langue dans sa poche, mais elle hallucine, quoi. Ouais. Elle hallucine, bien sûr. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a d'autres personnes qui s'offusquent. On a par exemple Philippe Murer qui compare France Télévisions à TV Pravda. Le nom est plutôt honnête. Et on a Clément Beaune, qui est secrétaire d'État aux relations européennes, qui tweet « Une excellente initiative du service public, parler d'Europe avec toute la diversité des opinions, c'est une nécessité démocratique. » Il reconnaît que la télé publique est fait est un outil de propagande, parce que la diversité des opinions, on rigole. Il n'y aura pas forcément de reportage... Quand on parle de diversité à la télévision, et quand Mme Ernotte parle de diversité, ou quand Mme Sybille Veil parle de diversité sur Radio France, c'est tout sauf la diversité d'opinion. Oui, il n'y aura pas de reportage à la gloire d'Orban sur le service public. Ça semble... Même pas à la gloire, simplement objectif. Oui, c'est vrai. Oui. Objectif. Et justement, Jean-Yves, on a l'impression qu'il y a un mouvement de fond un petit peu, on va dire, de propagande en œuvre à France Télévisions. Oui, alors il y a M. Guimier, qui est l'un des adjoints de Mme Ernotte, qui dit « Nous avons un rôle à jouer », là aussi il se place dans la perspective de l'élection présidentielle, « Nous avons un rôle à jouer dans la fabrique de la démocratie ». En fait, ce qu'il appelle la fabrique de la démocratie, c'est la fabrique de l'opinion. Voilà. Et donc il revendique, ceci étant, il revendique un rôle de propagande. Ceci étant, c'est ce qu'ils apprennent dans les écoles de journalistes. Ou dans les écoles de journalistes, ils apprennent à être responsables, c'est-à-dire à mettre en avant ceux qui soutiennent les bonnes idées ou les bons hommes politiques, et à mettre en arrière-plan et à diaboliser ce qui va dans le mauvais sens. C'est ce qu'ils appellent être responsable. Donc, mais ils l'assument de plus en plus. Là, l'étape, là, ce qui est important, pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est pas très nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils l'affichent. Ouais. Donc ils se sentent dans une situation de domination et d'impunité incroyable. Et justement, on a une nouvelle démonstration un petit peu de cette volonté, pourquoi pas, de fabriquer l'opinion, avec cette initiative affichée de la Macronie, selon Le Monde, d'intensifier sa lutte contre le complotisme. Alors, qu'est-ce que le complotisme ? C'est ce qui n'est pas politiquement correct. On a vu tout à l'heure, d'ailleurs, à quel point c'est efficace, puisque les gens qui pensent un peu autrement, ou qui constatent que les chiffres de Santé publique France sont trafiqués, n'osent pas le dire, par peur d'être accusés de complotisme. Donc c'est une arme supplémentaire au service de la censure. Il y a l'accusation de racisme, il y a l'accusation d'homophobie, il y a l'accusation de complotisme. Alors je vous signale, Polémia a fait dans la provocation, puisque nous avons publié un article, c'est une opinion, qui est plutôt un éloge du complotisme, ou qui donne en tout cas les bons côtés du complotisme. Alors allez vous vacciner sur Polémia en ayant un point de vue différent sur le sujet. En tout cas, puisqu'on parle de complotisme et de volonté de la Macronie de lutter contre cela, eh bien, il est à noter que France Télévisions va investir un réseau social qui s'appelle Twitch, qui est en fait une plateforme de diffusion de vidéos en direct. Concrètement, ce sont des jeunes qui regardent d'autres jeunes jouer à des jeux vidéo. Ça paraît peut-être bizarre à beaucoup de personnes qui regardent immédiat, mais il y a une plateforme qui a beaucoup de succès auprès des jeunes qui permet de regarder d'autres jouer à des jeux vidéo. Et eh bien, cette plateforme est visée directement par France Télévisions via Samuel Etienne, qui est présentateur de Questions pour un champion et journaliste pour France Télévisions, et qui a approché depuis plusieurs mois maintenant ce milieu, qui chaque jour fait une revue de presse en direct sur cette plateforme Twitch. Et eh bien, il passe à la vitesse supérieure, toujours en lien avec France Télévisions. Il l'a annoncé ce mardi dans l'émission Popcorn. France Télévisions va lancer une première émission sur Twitch, et elle sera consacrée à la lutte contre le complotisme. Donc Jean-Yves,
La boucle est bouclée, finalement. La boucle est bouclée, et effectivement, il y a une volonté des télévisions classiques qui touchent plutôt un public âgé, de toucher aussi les jeunes, puisque c'est effectivement une cible importante pour la propagande. Ils ont déjà l'éducation nationale, remarquez, mais bon, comme c'est peut-être pas tout à fait suffisant, il faut en rajouter un peu. Donc on suivra ça, et ça va bientôt être la fin de cette émission, mais Jean-Yves, vous avez un coup de chapeau. Écoutez, un coup de chapeau tout à fait classique à Génération Identitaire, qui a mené une action de protection des frontières, cette fois dans les Pyrénées. Je crois que c'est très bienvenu de rappeler que pendant le Covid, l'invasion continue et qu'il faut se préoccuper de l'arrêter. Bien, c'est noté. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Diffusez-la au maximum autour de vous, c'est très important, surtout en ces temps de censure. Et puis Jean-Yves, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.